Donc nous allons voir comment calculer les pertes de charge. Alors pour calculer les pertes de charge, on va prendre l'exemple dans un pavillon, par exemple les pertes de charge sur une installation sanitaire. Donc réseau d'eau froide sanitaire. On aurait très bien pu choisir un réseau chauffage, puisqu'on a un fluide qui passe, donc le calcul des pertes de charge se fait toujours en fonction d'un type de fluide. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'eau glycolée, sur le chauffage par exemple, ça peut être de l'air aussi, hein, ça fonctionne pour l'air, donc notamment pourquoi pas les installations de ventilation, ou pourquoi pas des fluides frigorigènes. Mais là on va s'attarder plus simplement sur un réseau d'eau froide sanitaire, tout simple. Alors on a notre réseau d'eau froide, hein, voilà, qui va passer au travers d'un compteur, qui va passer au travers alors là c'est le symbole d'une vanne, mais en fait c'est réducteur de pression. Et puis voilà, on va avoir un premier piquage par exemple d'un WC, on continue notre réseau, on va avoir un coude à 90, un autre coude à 90, voilà, notre réseau voilà continue, et puis au passage on va avoir un piquage par exemple pour un évier, et en terminaison on va avoir une douche. Donc on voit là notre réseau. Donc les pertes de charge, en fait, on va avoir par exemple, si on prend notre pression au début du réseau, on va avoir 4 barres, et puis derrière, en fait, le réducteur de pression, on va avoir 3 barres. Mettons qu'on est descendu, voilà, qu'on règle notre réducteur pour 3 barres, et on obtiendra à la sortie du réseau, par exemple, 2,5 barres. Alors, voilà les pertes de charge, mais c'est quoi? C'est tout simplement cette perte de pression là tout au long du réseau. Alors les pertes de charge, on les écrit aussi P.D.C, hein, c'est ce qui nous permet, le diminutif qui nous permet d'écrire plus rapidement les pertes de charge. Elles vont être égales à quoi? Les pertes de charge totales du réseau, elles vont être égales aux pertes de charge linéaires. Donc les pertes de charge linéaires, ça va être tous les traits noirs, donc en fait ça va être toutes les longueurs droites dans l'installation, plus les pertes de charge singulières. Alors les pertes de charge singulières, elles sont de deux types. On va avoir celles qui sont créées par les appareils, donc là en l'occurrence le compteur et le réducteur de pression. Ça aurait pu très bien être une vanne en plus. Et si on avait été sur une installation de chauffage, ça aurait pu être par exemple un coude de réglage, un T de réglage, mais ça aurait pu aussi très bien pu être un radiateur ou une chaudière. Et puis vous avez un autre type de perte de charge singulière qui sont les pertes de charge dites par accident. Donc ça va être par exemple les T là, donc ce qu'on appelle les piquages, ou alors ça peut être aussi des coudes, hein. Les coudes là en l'occurrence on symbolise des coudes à 90, mais ça peut être très bien à 60 degrés, 45 degrés, voilà, donc là on n'a que des coudes à 90. Donc à 90 degrés. Donc voilà, les pertes de charge globales de l'installation, ça va être égal aux pertes de charge linéaires plus les pertes de charge singulières. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser au calcul des pertes de charge linéaires. Alors, les pertes de charge linéaires, comment on fait pour les calculer? Donc elles sont symbolisées souvent par JL, mais ça peut être aussi ZL. Donc les pertes de charge linéaires, JL ou ZL, donc L hein, comme linéaire, donc ça va être, je rappelle, ça va être uniquement les longueurs droites. Donc effectivement, comme ce ne sont uniquement que des longueurs droites, on va d'abord, ce qui va nous permettre de les dimensionner, ça va être d'abord la longueur de l'installation en mètres. Et puis ensuite, ça va être le diamètre utilisé sur l'installation. Donc le diamètre, par exemple, là, du tube cuivre. Et puis ça va être le type de fluide. Donc le type de fluide, donc en l'occurrence c'est l'eau. Et ce qui va caractériser le type de fluide, ça va être notamment sa masse volumique, donc ce qu'on appelle le ρ, qui est en kilogrammes par mètre cube. Pour l'eau, c'est aux alentours de 1000 kg par mètre cube. Et puis enfin, vous avez la vitesse. Donc la vitesse en mètres par seconde, la vitesse à laquelle le fluide passe au travers de l'installation. On sait qu'en règle générale, on est entre 1 et 2 mètres par seconde. La vitesse, alors la vitesse au carré, hein, faites attention, c'est la vitesse au carré, divisée par 2. Et cet ensemble-là, si je le multiplie par un coefficient qu'on appelle lambda, eh bien on va obtenir nos pertes de charge linéaires, donc JL ou ZL, en pascal. Alors, je fais un petit récapitulatif, la longueur L de l'installation en mètres, le diamètre D en mètres, le ρ, donc la masse volumique du fluide en kilogrammes par mètre cube pour l'eau, elle sera, si elle ne vous est pas donnée, ce sera toujours 1000 kg par mètre cube, et la vitesse dans l'installation en mètres par seconde. Et le lambda, ou
lambda, donc on peut l'écrire de deux façons, donc c'est la version minuscule et là la version majuscule, mais c'est le coefficient de perte de charge linéaire. Donc voilà. Et bien en fait, on a tous ces éléments-là, on peut les avoir, mais alors le lambda, comment on fait pour le calculer? C'est ce qu'on va faire voir dans la prochaine diapo. Alors notre fameux lambda. Alors le lambda ou lambda, donc ce que je vous disais, c'est le coefficient de perte de charge, ou autrement on peut l'appeler le coefficient de Darcy. Et bien ce coefficient lambda, il va dépendre d'une chose importante, ce qu'on appelle le type d'écoulement. Alors il existe deux types d'écoulement. Voilà, ils sont plus parlants là sur les photos. On va prendre comme exemple deux, trois exemples, notamment l'image ici d'un ballon de foot qui transperce l'air, et on va plutôt imaginer l'inverse, c'est que notre ballon il soit à l'arrêt, et puis qu'il y a une grosse soufflerie là qui vienne se projeter de l'air sur notre ballon. Ici on a de la fumée qui est jetée sur une espèce de tige en fer. On voit que la fumée fait le tour de l'obstacle. Et puis là, en fait, c'est tout simplement la fumée d'une bougie. Alors, il existe deux types d'écoulement, ce que je disais. Donc, il existe l'écoulement laminaire et il existe l'écoulement turbulent. Alors, l'écoulement laminaire, eh bien, on le voit là. C'est tout simplement les lames que peut faire l'air là, ici dans l'exemple, ou alors ici la fumée. Là, ça fait des lames qui sont régulières. Et ici, pour la bougie, ça va être simplement le début de la fumée. Et puis l'écoulement turbulent, ça va être tout cet écoulement de fluide là, ou donc d'air là qui tourbillonne sur lui-même, qui n'est pas régulier. Là on le voit aussi, ça va être c'est la même chose, hein, c'est la fumée qui n'a pas un déplacement régulier, qui tourbillonne sur elle-même. Et puis là en fait on voit que c'est un petit peu l'anarchie au niveau de la fumée. Il n'y a plus de lame, c'est plus régulier. Donc voilà les deux types d'écoulement, laminaire ou turbulent, qu'on va retrouver dans notre installation sanitaire ou dans notre installation de chauffage. Alors je rappelle, on est toujours sur le calcul de notre fameux lambda. Donc, on a dit qu'on avait un écoulement laminaire et qu'on a un écoulement turbulent. Et bien, pour déterminer, savoir dans quel type d'écoulement on se trouve, ce qui va nous le déterminer, c'est ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Alors, le nombre de Reynolds, s'il est inférieur à 2200, on va être dans un écoulement laminaire, et s'il est supérieur à 3200, on va être dans un écoulement turbulent. Alors, on trouvera le lambda dans l'écoulement laminaire, et bien tout simplement le lambda sera égal à 64 divisé par RE, par le nombre de Reynolds. Cette formule en laminaire s'appelle la formule de Poisseuil. Et puis pour l'écoulement turbulent, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a différents types d'écoulement turbulent. Alors il va vers le premier, ce qu'on appelle l'écoulement turbulent lisse, ça va être la formule de Blasius. Donc pour la formule de Blasius, il faut que le nombre de Reynolds soit compris entre 2000 et 40 000. Et alors là, on va pouvoir trouver notre lambda en faisant 0,316 divisé par le nombre de Reynolds exposant 0,25. Ensuite, on va avoir notre type d'écoulement qui peut être l'écoulement turbulent transitoire. Donc on va utiliser la formule de Blench. Donc il faut que le nombre de Reynolds soit supérieur à 40 000. Et donc là, on va utiliser le lambda va être égal à 0,119 divisé par racine carrée d'epsilon sur d. Alors d, ça nous reste toujours notre diamètre. Epsilon, c'est un indice de viscosité que vous verrez un peu plus, qui vous sera systématiquement donné et que vous verrez l'année prochaine pour ceux qui iront en BTS. Et vous avez un autre type d'écoulement, donc hydrauliquement rugueux, donc avec un nombre de Reynolds qui soit supérieur à 40 000. Donc voilà la formule utilisée. Voilà, on retrouve notre epsilon là, et notre t. Alors sinon vous pouvez utiliser la loi de Colebrook et Watt qui est valable quelle que soit la valeur du RE. Donc voilà la formule utilisée. En fait, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on remarque que il faut que notre nombre de Reynolds a toujours une incidence, qu'on soit en écoulement laminaire ou en écoulement turbulent. Pour déterminer le lambda, on aura systématiquement besoin de connaître le nombre de Reynolds. Voilà, c'est systématique. Donc, quel que soit le cas, il nous faudra absolument le nombre de Reynolds. Alors, comment fait-on pour déterminer ce nombre de Reynolds? Eh bien, le nombre de Reynolds, il est d'abord sans unité. Et toujours sur le même principe. Donc, le nombre de Reynolds, ça va être la vitesse en mètres par seconde. On fait toujours au même.
multiplié par le diamètre du tube, en mètres toujours, et divisé par le nu. Alors le nu, c'est quoi? Eh bien, c'est la viscosité cinématique. Alors vous allez me dire encore, c'est quoi la viscosité? La viscosité, intuitivement, vous savez déjà ce que c'est, puisque si je vous dis que l'huile est plus visqueuse que l'eau, ça vous paraît logique, et que la sauce ketchup est plus visqueuse que l'huile ou que l'eau, ça vous paraît logique aussi. Donc c'est ce qu'on appelle la viscosité. Alors pour faire le calcul de la viscosité cinématique, eh bien la viscosité cinématique nu va être égale à mu, qui vous sera toujours donné, c'est la viscosité dynamique qui vous sera toujours donnée dans un tableau, à mu divisé par rho. Donc le rho, je rappelle, c'est la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Donc voilà. Alors, donc nos pertes de charge linéaires, JL, avec donc les pertes de charge qui sont sur les installations, pardon, pas sur les installations, mais sur les tronçons droits, donc totalement rectilignes. On fait un petit récapitulatif. Donc, si on connaît notre vitesse, donc il faut qu'on connaisse notre vitesse, mais souvent on la connaît. Voilà. Ensuite, eh bien, on connaît notre diamètre. Donc, avec ça, on va pouvoir calculer le nombre de Reynolds à compter du moment où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on connaît pour calculer le nu et le mu, il nous faudra le rho, donc la masse volumique du fluide. Donc une fois qu'on a notre nombre de Reynolds, eh bien on va pouvoir déterminer le régime d'eau, donc ce sera soit laminaire ou soit turbulent. Et une fois qu'on aura déterminé notre régime d'eau, on va choisir notre formule et on pourra donc calculer le lambda. Voilà, le lambda de l'installation. Et forcément, après, lorsqu'on va ajouter la longueur de l'installation, donc voilà, donc avec le lambda, on va obtenir ce qu'on appelle le petit j, en fait, ça va prendre voilà, et on va prendre la longueur de l'installation, donc JL. Donc simplement, on multiplie la longueur de l'installation par le J. En fait, le J va être égal à cette formule là sans la longueur. Bon, voilà. Alors voilà, c'est la méthode de calcul. Alors cette méthode de calcul, c'est la première méthode qu'on peut utiliser pour calculer les pertes de charge linéaires. Vous allez peut-être être amené à l'effectuer cette année, ça devrait être plutôt rare, et normalement vous ne devriez, je dis bien normalement, vous ne devriez pas tomber là-dessus au bac, mais quand même il faut que vous ayez un minimum de notions sur le nombre de Reynolds, et surtout vous êtes obligé de savoir ce que c'est qu'un régime laminaire et un écoulement turbulent, et il faut que vous ayez au moins entendu parler du nombre de Reynolds. Il faut quand même que vous soyez capable d'appliquer cette formule-là si on vous donne tous les éléments. Hein, faites attention. Alors, donc ça c'est la méthode par le calcul. Et puis il existe, mais en fait il existe toujours pour calculer notre perte de charge linéaire, il existe une deuxième méthode, c'est la méthode par ABAC. Alors cette méthode par ABAC, eh bien il existe différents ABAC, mais ceux qu'on va le plus souvent utiliser nous pour l'hydraulique, on va retrouver deux ABAC principalement, mais il faudra quand même à chaque fois qu'on connaisse toujours notre vitesse et qu'on connaisse toujours notre diamètre, mais ça on les connaît forcément on sait qu'on est entre 1 et 2 mètres par seconde, et puis on pourra calculer notre débit. Alors en litres-heure. Souvent, on aura besoin de calculer notre débit en litres-heure pour fonctionner à la méthode ABAC. Alors c'est ce que je vous disais, les ABAC, il y a deux types d'ABAC. Bon, voilà, on utilisera principalement celui-ci ou l'autre. Alors, il y a une petite différence entre les deux. Il y en a un qui va un petit peu plus loin que l'autre, mais on voit ici, par exemple, que là, on a pris, je prends un exemple, c'est le perte de charge sur le tube acier, 80 degrés. Eh bien, pour que ce soit plus clair pour vous, on va prendre un exemple. Donc on va faire un calcul toujours de perte de charge. On est toujours sur les pertes de charge linéaires, hein. On insiste bien. Donc on a vu la méthode par calcul. Là on est en train de voir la méthode par ABAC, et on va utiliser l'ABAC A. Alors la perte de charge
par avec la BAC, on va prendre un exemple. Par exemple, prenons l'exemple 1, on reste toujours sur notre maison. On dit que sur notre pavillon, par exemple, la vitesse dans le réseau est de 1 mètre par seconde. Alors le 1 mètre par seconde, voilà, notre point se trouve là, parce que là on le trouve avec les vitesses. Alors ici on a les diamètres, ici on a le débit en litres heure, ici on a notre vitesse de ce côté-là, et puis là on retrouve notre U carré de G. Et bien en fait, on l'a vu précédemment dans les formules, ça va être notre V carré de G. Et puis ici on va retrouver donc la réponse, le petit J, donc les millimètres de colonne d'eau par mètre. Et il va suffire de les multiplier le résultat par la longueur qu'on a dans l'installation, et on va avoir nos pertes de charge en millimètres de colonne d'eau. Donc ce que je vous disais dans l'exemple 1, on prend la vitesse, donc de 1 mètre par seconde, et on utilise alors un gros diamètre, je vous le concède pour du pavillon, c'est un diamètre de 33,7 par de 9, ce qui est plutôt invraisemblable pour du pavillon, mais c'est pour l'exemple. Voilà, donc on vient prendre le point 33,7 par 9, on est ici. Donc on vient tracer notre droite. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va obtenir ici notre résultat. Voilà, ici. Donc on va obtenir nos pertes de charge qui vont être égales à 50 mm par colonne d'eau par mètre. Et au passage, là, on voit qu'on est en débit, on est aux alentours de 2000 litres heure. Donc ce calcul de débit, là, on aurait très bien pu le faire en utilisant la formule du diamètre et du débit. Alors prenons un autre exemple maintenant. On va prendre qui paraît peut-être plus proche de la réalité, même si les diamètres vont être un petit peu en deçà. Donc on va rester sur notre vitesse de 1 mètre par seconde. Donc voilà notre 1 mètre par seconde, donc le point se trouve là. Et puis le diamètre utilisé, on va utiliser par exemple un diamètre de 21 par 2,3, ce qui paraît possible sur du tube acier, même si là on est sur du tube acier. Donc voilà, on trace notre droite, et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que notre droite passe au-dessus du résultat, enfin voilà, on peut pas obtenir le résultat. La seule indication que ça peut nous donner éventuellement, ça va être le débit ici, qui est de 1000 litres heure. Alors moi ce que je vous propose quand c'est comme ça, c'est éventuellement d'utiliser le deuxième ABAC. Alors on va utiliser le deuxième ABAC. Je rappelle, on est toujours sur le calcul des pertes de charge linéaires, hein, avec la méthode. Donc on a vu la méthode de calcul par le calcul. Là on voit la méthode par les ABAC. Et on va utiliser cette fois-ci l'ABAC que je vais appeler B. Alors voilà l'ABAC B, hein, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà utilisé. Donc qui nous indique ici les diamètres. Ici on va nous indiquer les débits. Et donc je reviens sur notre exemple 2. Donc on est sur une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Bon écoutez, là a priori on peut pas déterminer la vitesse, on peut pas utiliser la vitesse sur cet ABAC là. Par contre le débit 1000 litres heure, donc il est ici, donc on va tracer la droite, voilà, 1000 litres heure. Et puis le diamètre il est 17,2 par 2, donc 17,2 par 2, donc le diamètre se trouve le diamètre se trouve ici. Donc à l'intersection de ces deux droites, eh bien on va avoir notre résultat, on va le retrouver là, notre résultat en se reportant ici. Alors vous voyez là, ici on a 100, alors ici ça va être 120, 140, 160, 180 et 200, d'accord. Donc on peut estimer ici qu'on est aux alentours de 170 mm de colonne d'eau par mètre. Donc en fait, avec cet ABAC là, eh bien on va un petit peu plus loin qu'avec le précédent dans notre exemple, et on va pouvoir déterminer les pertes de charge linéaires avec cet ABAC là, alors qu'avec l'autre, sur l'exemple qu'on a pris, on va avoir un petit peu plus de mal à le déterminer. Donc cet ABAC là va être utilisé plus sur les petits diamètres. Donc voilà, donc là on vient de déterminer pour les pertes de charge linéaires. Donc je rappelle, ce sont les pertes de charge dues aux longueurs droites. On a eu deux façons de les calculer. On a vu la méthode par le calcul et on a vu la méthode par les ABAC. Donc les ABAC, je rappelle, il y a deux types d'ABAC. Donc voilà, donc là on sait calculer nos pertes de charge linéaires. Maintenant, il va falloir calculer nos pertes de charge
singulières. Donc je rappelle, les pertes de charge singulières, elles sont de deux types. Donc vous avez les pertes de charge dues aux appareils, donc les compteurs, le réducteur de pression, les vannes, les radiateurs, la chaudière, et puis vous avez les pertes de charge dues aux accidents. Ce qu'on appelle les accidents, ça peut être l'été, voilà, ou ça peut être aussi les coudes. Je répète, les coudes, c'est pas uniquement des coudes à 90, c'est des coudes à 30 degrés, 45 degrés. Donc voilà. Alors, les pertes de charge singulières, voilà, donc on a dit je répète, c'est important, il faut que vous compreniez bien que il existe deux types de pertes de charge, donc les pertes de charge singulières, pardon, donc il existe celles qui sont dues aux accidents de parcours, donc c'est ce que je vous disais, l'été, les coudes, les réductions, voilà. Donc les pertes de charge singulières, ça va être l'addition des pertes de charge dues aux accidents de parcours, plus les pertes de charge dues aux appareils. Donc les appareils, ce qu'on appelle les appareils, c'est les vannes, ça peut être les radiateurs, ça peut être la robinetterie, ça peut être les chaudières, voilà. Donc ça va être la somme de ça, des pertes de charge singulières dues aux accidents de parcours, plus la somme des pertes de charge dues aux appareils. Alors, la perte de charge singulière due aux accidents de parcours. Comment on fait pour les calculer? Bien, on utilise une formule, on va appeler JS, donc comme perte de charge S comme singulière, mais ça pourrait très bien être ZS, qu'on va calculer en Pascal. Elles vont être égales à zeta. Alors voilà, encore un zeta fois ρ, vous commencez à connaître. Ρ, c'est la masse volumique en kg par mètre cube, donc là en l'occurrence pour l'eau ça sera 1000 kg par mètre cube, fois la vitesse au carré, donc voilà, fois la vitesse au carré, bien souvent la vitesse sera toujours utilisée au carré, en mètres par seconde, divisé par 2. Alors vous allez me dire comment on fait pour trouver le zeta? Eh bien le zeta, il vous sera toujours donné, voilà, dans un tableau, comme celui-ci, on prend par exemple un tableau comme celui-ci, et puis admettons que vous ayez, il faut calculer les pertes de charge sur un réseau, un T, lorsque le fluide passe au droit du T, donc on imagine le fluide passe voilà tout droit comme ça, et bien le coefficient de zeta sera de 0,5. On connaît notre ρ, on connaît notre vitesse, donc voilà, on va pouvoir calculer nos pertes de charge en Pascal. Alors un petit conseil, moi ce que je vous conseille, c'est d'additionner tous les zeta du parcours et puis vous les intégrer, vous intégrez ensuite le résultat dans de l'addition à la formule. C'est-à-dire par exemple, si on peut imaginer que vous ayez voilà 2 coudes et puis je vous dis un T droit par exemple, et bien vous allez 2 coudes, vous allez faire 0,5 plus 0,5 ça va faire 1, plus 0,5 encore ici, ça va vous faire 1,5. Donc en fait, le zeta, vous allez le remplacer par 1,5. Voilà. Donc là, vous allez avoir calculé vos pertes de charge singulières dues aux accidents de parcours, plus, alors après, il faut rester à savoir calculer les pertes de charge singulières dues aux appareils. Donc, on va les appeler Z, celles dues aux appareils. Alors là, faites attention, le calcul, il est en barres. Alors Z va être égal à QV. Alors QV, c'est notre débit en mètres cubes par heure, au carré, faites attention, c'est au carré, divisé par KVS. Et là, vous allez me dire, encore un coefficient qui apparaît, que je ne connais pas. Eh bien, le KVS, au carré, pardon. Eh bien, le KVS, il est systématiquement donné par le fabricant. Donc là, vous allez systématiquement l'avoir. Alors ensuite, si vous voulez transformer ces pertes de charge en barres en Pascal, eh bien, il suffit tout simplement, donc on garde toujours la même formule, hein, QV au carré, voilà, divisé par notre KVS au carré, hein, et cette fois, donc le coefficient donné par le fabricant, et cette fois-ci multiplié par 100 000, par 10 puissance 5. Je rappelle, 1 bar, c'est 10 puissance 5 Pascal. Donc voilà, donc maintenant, eh bien écoutez, vous allez pouvoir passer aux exercices. Bon courage.